هذيك la transmission naturelle bah oui, c'est mes parents sont marocains, sont musulmans, je suis marocaine, musulmane. Non, maintenant je sais pourquoi je suis marocaine et pourquoi je suis musulmane et ce que j'aime dans ces cultures-là et ce que je veux transmettre et ce que je veux garder. Mais il y a plein de choses, la nourriture, le hadra, la brita, vraiment ma hantise, c'est que ma fille, ma ta'arafch تقول الحا, القا, là, je pense que ça mon périmètre. Mais assez particulière parce que moi, mon mari, il est français, donc double culture. On a fait un mariage ici en France et un mariage au Maroc. Alors, comment dire, ruina, comme on dit chez nous. Dans la douleur, les tat'ilmou à la fois globalement ce qu'il faut faire, mais à la fois sur nous-mêmes et en tant que personne, et qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on vaut finalement en fait. Hello! معكم هدى ورانيا de Mima Life. Mima Life est un camp de partage dédié 100% aux expatriés marocaines à travers le monde. Ici, on parle aventure, challenge et anecdotes. والهدف ديالنا est de nous rassembler et d'apprendre de nos expériences. Le tout dans un contexte sans filtre. الانفيتي ديالنا اليوم اسمها ياسمين. في 2005 ياسمين جات من فرنسا جوست مورا سون باك باش تكمل القرايه ديالها. فيت في ابري اكتشفت الوجه الاخر في فرنسا اللي ما عاودولهاش عليه في المغرب. Entre la France et la Taïwan اللي دوزت فيها son échange, ياسمين عاودت لنا القصه ديالها avec ses hauts et ses bas, من ياسمين l'étudiante qui n'ose pas s'exprimer, من ياسمين اللي كتدافع على ses droits devant le ministre d'éducation française. واليوم كتعاودنا على لي تشالنج ديدونتيتي اللي كتعيشهم au quotidien مع صافي والرغبه ديالها انها ترانسميتي لا فري ريشيس للمغرب. Bref, ما نطولوش عليكم بزاف et on vous laisse découvrir هاد الحلقه مع ياسمين. Salam Yasmine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Moi, Brennan a une nouvelle expatriée, elle est Yasmine, qui travaille chez Petit Bateau, je pense, d'après la page Insta. Ou Brennan a fait sa dialogue qui va jeter en France et Aoudna Kouchi. Alors déjà, merci de m'inviter. Le concept, moi, je le trouve génial parce qu'au moins, ça permet de partager un peu le vécu de cette vie d'expatrié qu'on néglige un petit peu et qu'on croit facile et qu'on idéalise au départ. Donc déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Alors moi, mon parcours en France, il a démarré en 2005, d'où le bac d'Ali au Maroc. Alors moi, je suis née à Jdida, donc petite ville du Maroc. J'ai grandi là-bas et donc j'ai passé mon bac là-bas. Et en 2005, j'étais en France, à Paris, pour faire mes classes préparatoires. Donc c'était vraiment le premier un peu la première rencontre finalement avec la France, première séparation aussi avec les parents. Alors ma mère il y a 3 semaines pour m'accompagner, pour m'installer, etc. Et au départ il y avait comment dire, une ambiguïté de sentiments, puisque à la fois كنت فرحانة parce que je me disais bon, super, je vais vivre toute seule, je vais pouvoir me gérer et tout, ça va être génial. Et en même temps, un peu de peur, d'appréhension et de ne pas savoir comment les choses vont se passer. Donc, elle est restée presque maman 3 semaines et le temps de m'installer et tout. Et Minimchet, là, j'ai senti vraiment la différence. En fait, là, j'ai commencé vraiment à paniquer. Puisque j'étais toute seule, que je me disais les démarches administratives, il fallait tout faire. Enfin, tout le Maghreb, les parents, ils gèrent kulchi, on allait faire les papiers, choses qu'on faisait tous les jours. Donc ça a été vraiment un peu la première rupture, la première expérience. Et on se rend pas compte qu'à 18 ans, finalement, en fait, on est encore jeune. On n'a pas appris beaucoup de choses, on ne sait pas faire beaucoup de choses, alors qu'on pense qu'on est grand, qu'on est adulte, mais c'est vraiment pas le cas. Donc il y avait ça déjà, nouvelle culture. Le Maroc, c'est vrai qu'on a un peu une culture occidentale de par l'histoire, la colonisation, enfin le rapport à la France, mais c'est pas du tout la même chose finalement en fait dans le quotidien, le rapport aux gens, les premières personnes. En France, ça peut être un peu froid, alors que bonjour à tout le monde, etc. Alors, c'est pas du tout la même chose, donc ça peut être un peu bizarre au début. La nourriture, alors ça m'avait traumatisée. Non, vraiment, les débuts, j'arrivais pas à manger. En plus, j'étais en internat, donc du coup, c'était la cantine.
Et j'ai découvert la cantine française, alors que في المغرب تدخل للدار شي هو تاكلها موجودة tous les midis, etc. Là, c'était la cantine, petits pois carottes. Donc vraiment, ça c'était donc, déprimant. La météo, on n'en parle pas. Le برد. En septembre, j'étais déjà en doudoune et le برد. Donc voilà, plein de choses qui ont changé et en vrai, je pense que bon, après tout ça, on se dit on va s'habituer et puis après on rencontre aussi des gens parce que je pense que c'est ça aussi qui change les choses. Et en internat, l'avantage c'est que on rencontre beaucoup plus facilement des gens et on se lie d'amitié plus facilement avec des gens. Et donc moi là, j'étais dans un internat que de filles et du coup, toutes les filles la majorité des filles qui étaient ma section, mon étage, étaient aussi des filles étrangères du Maroc, du Cameroun, de plein d'autres endroits. Et donc là, en fait, on se retrouvait dans la chambre de l'une, de l'autre, pour partager aussi, rappeler un peu les souvenirs de quand on était à la maison et tout. Donc ça a beaucoup aidé. Et ça a beaucoup aidé aussi dans les moments un peu difficiles de type papier à la préfecture. Alors ça, je pense que toute expatriée marocaine a pu connaître. Donc ça, je pense que moi, j'appelle ça ma première rencontre avec la France. Parce que je pense qu'en tant qu'étranger, et surtout étranger pas européen, étranger devant faire une démarche de visa, etc., on découvre finalement la France aussi à travers la partie administrative qui n'est pas du tout simplifiée. Et qui est vraiment stéréotypée, avec plein bref, pas faite pour aider les étudiants ou en tout cas accueillir finalement ces étudiants étrangers qui veulent apprendre, découvrir la culture. Voilà, je me souviens la première fois que je suis à la préfecture, je regardais l'horaire d'ouverture, ils mettent 8h45, donc moi j'arrive, je me dis, bon, je vais arriver à 8h30, c'est pas mal pour une ouverture à 8h45, genre, elle m'a innocente, j'arrive à 8h30 et là, je vois une queue inimaginable. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc, pleine d'espoir, j'arrive, je dis, oui, moi, je suis étudiante. On m'a dit que ça ouvrait à 8h30. Il y a tout le monde qui va passer. Ah non, non, madame, là, il y a un quota. Vous pouvez être sûre que les gens, là, ça va s'arrêter plutôt à ce niveau-là. Et en fait, tout le monde ne va pas passer. Genre, moi, je suis en prépa, je ne peux pas rater mes cours. Et en fait, je me souviens, le monsieur à l'entrée, il me dit, demandez aux gens qui sont devant à quelle heure ils sont arrivés. Et là, j'ai une vieille dame qui me dit, moi, mon fils, il est venu à 5h du matin me garder la place. Alors là, je pense que vraiment, je me suis dit, c'est pas possible. Donc ça a été vraiment très, très dur parce qu'on se retrouve d'un coup à devoir gérer plein de choses et du coup, dans des conditions qui sont pas faite en fait pour n'importe qui. Finalement, venir se pointer à 5h du matin en plein hiver, c'était le mois de novembre, je me souviens, pour une administration, les 9h, 4h, pour faire la queue. Donc là, je me suis dit, OK, là, je suis en France et je suis une étrangère en France et il ne faut pas que je l'oublie. C'était vraiment la première prise de conscience. Après, je vais même pas raconter les histoires de papier, de rentrer dans la préfecture, de voir des scènes, inimaginables, mais tu fais un parcours quand même un peu élitiste d'études, tu montes un peu patte blanche parce que tous tes papiers sont en règle, tu as eu que des bonnes notes, etc. Et en même temps, on te traite comme si tu étais de la vermine. Et vraiment, moi, c'est ce que j'ai ressenti dans ces moments-là où c'était, en fait, je demande à personne de me payer quoi que ce soit. Je suis là, c'est un droit. Vous m'avez ouvert la possibilité de venir faire des études. Bref, donc voilà. Donc ça a été vraiment une première expérience avec la France. Et puis, heureusement qu'on ne retient pas que ça, parce que, comme je le disais, on rencontre des gens. Donc voilà, ça a été un peu comme ça les 2 premières années de prépa. Et puis après, j'ai passé mes concours. J'ai passé mes concours et mon école était du coup à Saint-Étienne, à Télécom Saint-Étienne. Puis là, pareil, il fallait repartir, changer de ville, etc.
Et là, c'était un autre rythme, puisque un autre type d'indépendance, puisque finalement, là, j'étais plus en internat, qui était un peu quand même بحال في الدار، واخا ماشي في الدار mais بحال في الدار, puisque les gens, on les côtoie, on est dans un environnement qui est un peu sécurisé, avec des gens qu'on connaît, on n'a pas beaucoup de choses non plus à gérer, de loyer, enfin voilà, de paperasse, d'électricité, etc. Et là, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Donc là, j'arrive et puis je me dis bon bah alors c'est bon, là c'est vraiment ma vie d'adulte qui va encore démarrer, qui va prendre encore une nouvelle dimension. Et puis après, moi, mes parents, ils ont eu quelques petites difficultés financières. Je me suis dit bon, il faut que je les aide et il faut que je commence aussi à travailler. Donc là, j'ai commencé à vraiment me dire bon bah qu'est-ce que je fais à côté de mes études. Et donc j'ai trouvé déjà chercher, pareil, j'idéalisais. Je me disais on va faire les petites annonces sur les journaux, ça va être facile. Les films et les séries, genre pas du tout. Il faut aller se pointer et se repointer pour dire est-ce que vous avez un job, est-ce que vous avez un job. Et donc j'ai fini par trouver un job chez Domino's Pizza. Donc un peu, voilà, là je découvre encore une autre facette de travailler, et bizarrement, toutes les personnes qui travaillaient chez Domino's Pizza, c'était des personnes d'origine étrangère. Donc là on se dit, bon voilà, il y a des métiers aussi qui catégorisent. Donc là, on prend conscience aussi de beaucoup de choses et de stéréotypes aussi au sein de la France. Mais bon, je prenais quand même ce travail à cœur parce que moi, ça me permettait de financer une partie de mes études, de préparer aussi parce que je voulais faire un parcours à l'étranger. Et du coup, de me dire, bah, je peux mettre de l'argent de côté pour pouvoir. Moi, je voulais aller à Taïwan, et du coup, c'est ce que j'ai réussi à faire après. Et du coup, là, ça nécessitait quand même un petit peu de budget, mais c'était aussi très très riche parce que un travail qui nécessite quand même un peu de manutention et du travail manuel. C'est-à-dire là, je suis plus dans un truc intellectuel d'ingénierie ou autre. Je suis vraiment dans un truc ديال الخدمه ديال بصح تتفيق تخدم بيديك تخدم la pâte تقطع البصله تقطع مطيشه, voilà, bref, vraiment le vrai travail manuel. Tu apprends d'autres choses, tu apprends vraiment le commitment, l'organisation, et puis même si c'est des petits boulots, bah en fait tu as aussi une hiérarchie, donc tu as aussi ce rapport là. Et puis à un moment donné, moi je suis passée chef de rang, donc du coup je commençais à manager une équipe pour la soirée, pour gérer du coup toutes les demandes qui arrivaient. Donc pareil, on apprend un nouveau rapport avec les gens, comment les amener aussi à travailler, créer de l'ordre et tout. Donc ça a été une première expérience de travail, on va dire, et ça c'est l'avantage en France comparé par exemple au Maroc, où on peut pas vivre ce genre d'expérience. C'est تكون في الدار, tes parents تيجيبوا لك الماكله, تيقول لك قرايتك وصافي, ما عندك حتى شي حاجه اللي tu te soucies de autre. زعما غير قراي et صافي اللي بغيتيها نجيبها لك. Là c'est vraiment autre chose, et c'est très bien parce que on découvre aussi شنو هو الخدمه ديال بصح. Tu te réveilles, tu finis tes cours, le soir tu es fatigué, rincé, mais tu dois quand même aller travailler, et après الخدمه خصك توجد tes examens, etc. باردون كيف قدرتي توافق بين هاد لي دو مثلا القرايه اي اون بلوس الخدمه سورتو كو قرايه فهمتي دون اون ايكول دانجينيور يعني كاين بزاف ديال الخدمه كاين دي تيدي كاين دي بروجي Après, c'était vraiment une organisation à faire. Donc, je travaillais pas tous les jours. J'organisais, en fait, l'emploi du temps ديال Domino's Pizza, ديال الخدمة, fonction aussi des périodes, les périodes d'examen, par exemple. Je bossais pas parce que je savais que du coup il fallait vraiment que je sois concentrée sur les examens, et sinon je m'organisais autrement. Et je ne m'aglitch aussi, c'est que aussi pour réduire mes frais et pour pas avoir de loyer, j'ai été fille au père. Donc en fait, j'étais à la fois fille au père, donc je m'occupais d'enfants et j'habitais chez ces personnes-là, donc ils avaient une dépendance et j'habitais à Endome et je m'occupais de leurs enfants. Et quand je finissais de m'occuper des enfants, j'allais à Domino's Pizza. Donc en fait, j'ai allié entre le fait de récupérer des enfants de l'école, faire les devoirs avec eux, etc. Hop, c'est bon, les parents les gèrent. Moi, je vais travailler à Domino's, et ensuite, quand je finis, je viens préparer mes cours. Donc, c'était un peu le combo. Donc,
c'était vraiment une organisation. Mais c'était le seul moyen, en fait, de pouvoir à la fois me financer, être fière aussi de me financer. Et je suis extrêmement fière d'avoir fait ça, vraiment, parce que j'ai appris beaucoup. Et je pense que ça a aussi aidé mes parents. Qui avaient aussi j'ai 2 autres sœurs et ils ont pu aussi se concentrer sur l'avenir de mes sœurs sans se préoccuper effectivement de mes soucis et toutes les dépenses pour moi. Et j'ai appris beaucoup de choses d'organisation, de rigueur, de ce que je disais, vraiment d'engagement. En fait, c'est mon avenir, c'est ma vie et c'est moi qui le construis. Donc, il y avait des moments difficiles. Hein. Je la raconte comme si c'était très simple, mais il y avait des moments où ah la malni elle a halti, je suis fatiguée, je veux plus, etc. C'est bon, il y aurait plus de problème. C'est pas la même chose qu'ici en France. Mais finalement, voilà, après c'est des moments difficiles et on apprend plus finalement de ces moments durs en termes de dépassement que du coup, quand tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème ni financier, ni d'études, ni quoi que ce soit. Et donc ça, j'ai fait ça pendant les 2 premières années, puisque du coup, ce que je disais, l'objectif, en fait, la première année que je suis arrivée en école d'ingénieur, ils nous ont présenté les parcours à l'étranger. Et donc, du coup, il y avait plusieurs Erasmus, il y avait des parcours et des partenariats avec des écoles aux États-Unis ou là à Montréal. Et en fait, il y avait Taïwan. Et Taïwan, il y avait 2 places par an. Et je me suis jurée, je me suis dit, ouais, la place, elle va être pour moi. Donc, et du coup, je savais que le budget, ça allait être aussi de vouloir y aller. Et donc, du coup, pendant les 2 ans, je me suis organisée et financièrement et pour les cours pour pouvoir avoir effectivement la place à Taïwan. Et donc, la 3e année, j'ai pu aller à Taïwan où j'ai passé, donc là, autre type d'expatriation, mais sympa là pour le coup, pendant 6 mois. Je suis arrivée début septembre et fin août et je suis repartie du coup à la fin du semestre, donc début février. Je suis revenue en France le 5 février 2010, je me souviens très bien. Et ça, vraiment dans ma vie, c'est une des plus belles expériences que j'ai. Mais pour la petite anecdote, quand je quitte le Taïwan pour revenir en France, la première fois que j'ai quitté le Maroc pour venir en France. Tellement je me suis liée à ce pays, la culture, les gens, il y avait une certaine liberté en fait, qu'on ne peut pas vivre que si on ne l'a pas vécu là-bas. Les gens sont sans jugement, pas du tout attachés à un côté superficiel ou à un côté argent, etc. C'est avec un pyjama. Personne ne va dire oui, le pyjama, tu peux faire ce que tu veux. Et les gens sont plutôt intéressés par te connaître, qu'est-ce que tu fais, etc. Puis il y avait une communauté aussi d'autres expats, mais moi j'ai fait en sorte aussi de pouvoir rencontrer les locaux et je m'étais liée d'amitié avec une Taïwanaise qui s'appelle Victoria, d'ailleurs avec qui je suis toujours en contact, qui vient d'avoir son bébé il y a à peine 7 mois là et qui du coup est devenue un peu mon guide finalement à Taïwan et j'ai découvert aussi la culture taïwanaise avec elle. Elle m'a invitée chez elle, chez ses parents, j'ai fait le nouvel an chinois avec ses parents dans sa famille. Ils m'ont traité comme si j'étais un membre de la famille. Alors, le nouvel an chinois, ils donnent des enveloppes avec de l'argent. Et j'ai eu des enveloppes de la part de la famille alors qu'ils ne me connaissaient pas. Hein, genre, c'était la première fois. Donc, ça, c'était très riche. Et vraiment, j'ai appris de ce pays l'humilité, le partage, le non-jugement des autres et un côté de positivisme, en fait, de toujours voir d'abord le bien et le côté positif des gens avant de s'attarder sur le côté négatif qu'on a un peu tous, mais voilà, mais toujours rester avec beaucoup d'espoir sur l'humanité et les gens de manière générale. Et ça, pour moi, c'est un résumé de Taïwan. En tout cas, en termes d'apprentissage humain.
Après, bon, Taïwan, c'était aussi génial parce que les plages sont trop belles. Le campus où on était, il était génial. On avait même une plage privée pour les étudiants. Donc, enfin, bref, le cadre était magique. Je pouvais pas mieux rêver. Mais en termes de richesse d'expérience, voilà, c'était ça, les rencontres, les gens, et puis ce côté vraiment humain des Taïwanais. Et puis, donc, سنو ياسمين كيف صحتك بالك من فكره تايوان علاش تايوان بالضبط ماشي Exactement. شي دوله bah, عاديه en fait, je me suis dit, je suis marocaine, je suis venue en France. Donc, ce qu'on me proposait, c'était soit en fait des parcours enfin en tout cas des semestres à l'étranger dans des cultures occidentales en fait, l'Europe ou les États-Unis ou le Canada. Et je me suis dit, si je veux vraiment vivre une expérience vraiment différente, je ne vais pas aller dans un pays européen ou occidental. Il vaut mieux que j'aille dans un endroit où c'est complètement soit à l'opposé ou vraiment différent. J'y allais avec beaucoup d'appréhension et beaucoup de jugement. C'est pour ça que je dis ça m'a appris aussi à ne pas juger parce qu'on pense Taïwan, c'est un pays dans la langue et le mandarin. Donc, on se dit culture chinoise, il doit y avoir vraiment… et on stéréotype aussi la culture chinoise. Pas du tout. Alors déjà, c'est un pays qui cherche à se détacher de la Chine. Complètement. De toute façon, ils sont toujours en conflit entre la Chine et Taïwan. Donc, du coup, ils ont créé une indépendance vraiment culturelle qui est complètement différente. La langue reste similaire, mais du coup, même la cuisine taïwanaise, elle est différente. Elle est d'ailleurs extrêmement bonne et beaucoup plus fine, enfin en tout cas à mon goût que la cuisine chinoise, avec des épices, c'est beaucoup plus fin en fait que la cuisine chinoise. Ils cherchent vraiment à se détacher. Donc je me suis dit tant qu'à faire, aller dans un pays complètement différent et je regrette pas du tout parce que la France, voilà, je vivais déjà dedans. Je me dis, bon, bah, je vais partir en Italie ou en Espagne ou en Allemagne. Il y avait, il me semble aussi, la Finlande, je pense, comme parcours. C'est différent. Je ne dis pas que chaque pays est pareil, mais il y a une similitude finalement entre les cultures. Et tu vas retrouver d'un pays à un autre. Et tant qu'à faire, je me dis, bon, allez… mes parents, enfin ma mère surtout, n'était pas ravie de savoir que j'étais à je ne sais pas combien de kilomètres, que en fait, je serais en train de dormir parce que on n'est pas du tout sur les mêmes fuseaux horaires. C'était pas du tout. Donc, j'étais obligée de lui faire un petit mail tous les jours, à minima, un message pour lui dire Matrafiche, tout va bien et tout se passe bien. Mais du coup, non, elle était pas ravie. Et ça, je pense que aussi le fait que et j'ai payé pour mes études, etc., c'était aussi une manière de dire je décide aussi de je veux aller, parce que je pense que si c'était que mes parents qui payaient, j'aurais pris en considération aussi ce qu'ils voulaient eux que je fasse. Donc ça, c'était aussi la première coupure de cordon aussi, deuxième, on va dire, coupure de cordon, pour dire non, je décide et je choisis où je veux aller. Mais non, au début, elle n'était pas forcément ravie de savoir que j'étais… Elle dit, ouais, s'il te passe quelque chose, كيفاش غندير نجيبك فين غنلقاك بعدا ونجيبك tu reviens au Maroc. Donc voilà, donc Taïwan, j'ai voyagé aussi un peu autour, j'en ai profité pour voir un peu les pays autour, même déjà Taïwan entièrement, c'est une petite île, donc on arrive facilement, mais qui est extrêmement riche avec des spécificités par région. En plus, ils ont une culture aussi aborigène, locale, qui est différente finalement de la culture un peu aussi nationale, globale. Et après, donc c'était février 2010, je reviens en France, puisque du coup, je devais faire mon stage de fin d'études. Alors bon, j'avais déjà normalement trouvé un stage de fin d'études à Lyon. J'avais trouvé un appartement, enfin une colocation à Lyon, etc. Je connais très bien Lyon. Et même quand j'étais à Saint-Étienne, j'y allais souvent parce que j'avais plein d'amis qui étaient à l'INSA Lyon. Et bon, Saint-Étienne, ça reste la petite ville. Et Lyon, c'est là où on faisait un peu plus la fête, etc. Donc, j'allais souvent chez les copains à Lyon. Et du coup, j'avais déjà mon stage qui était à Lyon et tout était prêt. Et en fait, je reviens à Paris. Et entre-temps, mes sœurs étaient venues faire leurs études à Paris. Donc, j'arrive à Paris de Taïwan, j'atterris chez elles.
Je me souviens, j'avais pas de manteau, plein mois de février, parce que Taïwan, bah, il fait chaud toute l'année. J'étais, bon, vous me prévoyez un manteau pour l'aéroport, parce que là, je pense que sinon, je vais mourir de froid. Et puis là, bah, j'ai retrouvé un peu cette vie du Maroc, puisque j'ai retrouvé mes sœurs, elles étaient en coloc, elles toutes les deux. Et c'est là où je pense que je réalisais que le Maroc m'avait manqué. Enfin, voilà, c'était encore un renouveau, une redécouverte. Et je me suis dit, bon, j'avais aussi des amis du Maroc, de Jdida, qui habitaient aussi à Paris, que j'ai retrouvés à ce moment-là. Et là, je me suis dit, non, je retrouve un peu mes racines, et une partie de mes racines d'abord. D'abord, Adramchi, Aoutani, Lyon, il faudra que je recommence et tout. Il faut que je trouve un stage à Paris. Voilà, tu sais, comme quoi la vie, elle est. Et donc, finalement, donc je me dis, bon, allez, je tente. J'avais un mois entre. Je suis arrivée début février, je suis rentrée de Taïwan début février, mon stage, j'ai commencé début mars. Donc, j'avais un mois. Je me dis, bon, si Mktab Lia, je trouve un boulot à Paris, enfin, un stage à Paris, bah, c'est Mktab. Sinon, bah, voilà, j'ai déjà mon backup. Et là, je fais quelques forums et je dépose mon CV sur un site par hasard, mais vraiment que je connaissais pas du tout. C'était pas Monster ou autre, c'était vraiment un site. Et je dépose mon CV. Et à ce moment-là, c'était vraiment le début. J'avais pas encore de numéro de téléphone français. Et du coup, j'avais mis sur mon CV le téléphone de ma sœur. Et je reviens à la maison le lendemain, en fait, d'avoir posé ce CV. J'étais sortie et je rentre à la maison. Et ma soeur me dit, il y a quelqu'un qui t'a laissé un message pour un stage. Je dis, oh, je viens de mettre mon CV. Genre, je ne comprends pas comment on aurait pu. Mais vraiment, le lendemain. Et effectivement, c'était un stage chez quelqu'un qui m'appelait pour un stage chez Bouygues Télécom. Donc, je me dis, bon, bah, je vais tenter. Et donc, le vendredi de cette semaine-là, je passe les entretiens. Et à la fin de l'entretien, on me dit, bon, bah, est-ce que le stage t'intéresse? Est-ce que ça te dit de démarrer? Alors, attendez, là, je ne sais pas. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Donc, finalement, voilà, j'ai trouvé comme quoi le destin, il y a plein de choses qui sont aussi liées au destin et aux rencontres qu'on va faire. Et vous allez comprendre après dans la suite de l'histoire. Donc, je passe cet entretien, je finis par accepter. L'offre, elle était intéressante. Le stage, enfin voilà, c'était comparé aussi au stage que j'avais à Lyon, c'était dans une petite entreprise. Là, c'était dans un grand groupe. J'allais pouvoir vraiment apprendre beaucoup de choses. Donc, du coup, j'accepte le stage et je démarre le stage. Et voilà, ça a été 6 mois où j'ai appris énormément de choses. Rencontrer beaucoup de personnes et c'était forcément finalement la vraie première expérience professionnelle et ce qui était bien chez Bouygues Télécom c'est que du coup il donnait la chance, enfin en fait un stagiaire était considéré comme un employé, donc j'ai pu accéder à des projets comme n'importe quel autre salarié en fait de l'entreprise. Pas du tout, c'est une stagiaire, on va lui donner les petits trucs, etc. Donc, j'avais vraiment des vraies missions de stage et des vrais projets à sortir. Et donc, ça, c'était hyper riche et ça reste pour moi l'expérience professionnelle qui a vraiment forgé finalement ma carrière. Et donc, bon, bah, arrive, on est en 2011 à ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2011? La circulaire de Guéant. Je ne sais pas, vous n'avez pas dû connaître. La circulaire de Guéant, c'était l'année présidentielle de Sarkozy, où ils ont sorti une circulaire. Donc, vous savez, hein, chaque présidentielle, on passe extrême droite. Hein, et du coup, là, cette circulaire limitait l'accès aux postes pour les étudiants étrangers. Et donc, on ne peut pas accéder à tous les postes en tant qu'étudiant étranger. Et notamment, je me souviens très bien, ça m'avait choquée, il y avait un des postes en informatique, mais avec un libellé spécifique. C'était le seul poste d'ailleurs un peu. Sinon, les postes auxquels on pouvait prétendre, c'était agent de surface. Agent de surface, c'est en fait une femme de ménage. Je ne viens pas faire un bac +5 en tant qu'étudiant pour faire femme de ménage. Enfin, c'est pas logique en fait. Tout était fait pour bloquer. Et l'autre poste, c'était agent de télévente ou conseiller. Agent de télévente, ça se fait au Maroc. Donc, en fait, si je voulais vraiment faire agent de télévente, je serais restée au Maroc puisque les centres d'appel sont au Maroc.
Donc ça a été une autre étape assez difficile parce que là, tu as travaillé. Tu as vraiment pris en charge en fait ton avenir pour décider toi de ce que tu voulais faire. Tu as réussi ton stage, l'entreprise te propose un CDI parce que du coup à la fin de mon stage, Bouygues Télécom m'a proposé un CDI. Vraiment, je ne pouvais pas faire plus engageant et plus parfait comme parcours. Et là, on te tombe dessus en mode, en fait, pas sûr que vous puissiez en fait rester en France. Là, c'est un peu le monde qui s'écroule parce que du coup, je me suis projetée en fait. Et on m'enlève comme ça de la liberté de choisir si je veux aller dans ce pays ou dans un autre sur un prétexte en fait que je suis pas née sous la bonne nationalité. Enfin, l'entreprise te dit non, moi je te veux toi en fait, j'ai pas envie de François ou Sylvain, j'ai envie de Yasmine pour travailler chez nous. Et donc là pareil, c'est comme on dit, il n'y a aucune mauvaise expérience, il n'y a que des bonnes leçons à retenir. En fait, voilà, j'ai pas lâché, j'en dormais pas parce que vraiment c'était stressant. Ne pas savoir quel va être notre avenir, où est-ce qu'on va être dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais du coup, je me suis renseignée. Il y avait un collectif qui avait été créé, parce qu'en fait, c'était même passé sur Canal+ à un moment donné, qui avait été créé pour aider en fait et trouver un peu tous les subterfuges pour contourner en fait la circulaire. Et donc, je m'étais inscrite à ce collectif pour aider les autres et moi aussi trouver une manière de me sortir de cette histoire-là. J'accompagnais moi les RH de ma boîte pour leur dire voilà ce qu'il faut faire exactement si vous voulez que mon dossier soit accepté, parce que même les RH, en fait, ça leur tombait du ciel. Ils n'avaient jamais eu à gérer ce type d'expérience-là. Et après, c'était toutes les semaines de la préfecture. Il en est où mon dossier? Il en est où mon dossier? Il en est où mon dossier? Genre vraiment à la fin, genre j'étais pas du tout une étrangère pour eux, parce qu'il fallait être derrière pour demander. Ils disent non. Et en fait, plus ils retardaient, plus il y avait les dossiers, les THMO, etc. Et donc ils avaient quasiment 6 mois de retard en fait de traitement, puisque finalement ils traitaient pas les dossiers des gens et des demandes telles qu'ils auraient dû les traiter. des demandes Canada, je dis le changement de statut. Changement de statut. C'était les demandes de changement de statut d'étudiants à salariés. Et à côté, je voyais des amis qui recevaient du coup des obligations de quitter le territoire parce qu'en fait, on leur avait refusé le changement de statut. C'est hyper éprouvant. C'est hyper flippant parce que tout ce que tu as construit, Wahed, il s'appelle Guéant, qui dit, voilà, non, en fait, tu peux oublier. Et donc là, j'ai décidé de m'appuyer aussi sur mon école pour du coup les faire intervenir. Moi, j'étais très active quand j'étais dans l'école d'ingénieur. Enfin, je faisais partie du BDE, de différentes associations. Voilà, j'étais assez active dans l'école, donc du coup, on me connaissait assez bien. Et il y avait une conférence où il y avait le ministre du coup de l'enseignement supérieur qui intervenait sur le campus universitaire, dont faisait du coup partie mon école aussi. Et du coup, en fait, je lui ai posé, donc j'avais la possibilité de poser une question, et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, du coup, vous êtes en train de promouvoir, il nous faut des ingénieurs, il manque, la France ne produit pas assez d'ingénieurs, il manque 30 000 ingénieurs en France. Et à côté, votre collègue du ministère de l'Intérieur qui dit, il faut renvoyer effectivement les étudiants étrangers. Et en fait, j'ai bien fait parce que j'ai son directeur de cabinet qui m'a, à la fin de mon intervention, m'a donné sa carte en me disant « Contactez-nous pour qu'on vous accompagne dans le dispositif. Ah ouais. Et mais il faut oser. En fait, les opportunités, il faut les créer. Moi, c'est vraiment là, je me suis dit, faut pas se taire. Quand on est clean, on est propre, on sait ce qu'on veut. Faut pas se taire et il faut se créer ces opportunités-là. Et en même temps, mon directeur d'école, du coup, à qui j'avais écrit, a écrit une lettre directement aussi au préfet pour que du coup, on puisse m'accompagner. Parce qu'en plus, ce qu'il faisait, c'est là où c'était vraiment vicieux.
il donnait, quand on dépose le dossier de changement de statut, il donne un récépissé n'autorisant pas au travail. Alors que d'habitude, le récépissé, c'est autorisé à travailler en attendant effectivement d'avoir la réponse. Et bien là, ils écrivaient noir sur blanc, n'est pas autorisé à travailler. Enfin, ils mettent dans des situations de précarité des étudiants, enfin, en tout cas, ils mettaient à cette époque-là, dans vraiment des situations de précarité. Et donc, du coup, en fait, ça a marché puisque le préfet m'a donné un récépissé exceptionnel où j'avais la possibilité de travailler et mon dossier a été accéléré et j'ai pu avoir du coup mon changement de statut assez rapidement. Donc ça a été pareil, première expérience, on va dire, vraiment professionnelle où ça n'a pas démarré comme n'importe qui. François qui finit son stage et qui démarre en entreprise, il n'a pas tout ce stress en fait à gérer et se dire non seulement il faut que j'excelle dans mon boulot pour qu'on me propose un CDI à la fin et un CDI, parce qu'on n'a pas le droit au CDD, nous étrangers. Et en plus, il faut que je surmonte des montagnes pour qu'on me donne une autorisation à rester sur le territoire et à travailler sur le territoire. Et à payer les impôts, parce que derrière, quand même, c'est pour payer des impôts pour la France. Donc voilà, donc ça, c'était premier step. Mais bon, une fois que c'était passé, j'étais bien contente de pouvoir effectivement démarrer tranquillement. Et le next step pour moi, c'était je paye mes impôts, je demande la nationalité parce qu'il est hors de question que je passe tous les ans à demander effectivement un changement un nouveau titre de séjour. Voilà, et en fait, finalement, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari chez Bouygues Télécom. C'est pour ça que je disais, l'histoire fait que si je n'avais pas décidé de me dire je reste avec ma famille, finalement je re-challenge ce que j'avais décidé, Lyon, voilà, et je serais pas là, je ne serais pas ma fille. Voilà, ça a commencé comme ça. Donc, j'ai rencontré du coup mon futur mari chez Bouygues Télécom. Et après, vraiment le parcours, je suis restée chez Bouygues puisque du coup, en fait, il fallait 2 ans rester dans la même entreprise avant de pouvoir changer, toujours pour ces histoires de papier. Et une fois que j'ai eu la nationalité en 2014, donc j'ai démarré octobre 2011 et j'ai eu ma nationalité janvier 2014. Et une fois que j'ai eu, en fait, je me suis dit, alors là, il n'y a plus rien qui m'arrête. Yasmine, je me suis dit, tu as envie de partir. Et c'est comme si, en fait, même si j'avais pas de raison de quitter Bouygues, mais juste parce qu'on m'a dit qu'il y a la possibilité de, il fallait que je fonce. Il fallait que je teste le processus. Et donc, du coup, là, après, je suis partie chez Canal+. J'ai changé d'entreprise et j'ai démarré chez Canal+. Chez qui je suis pas restée longtemps parce que il y a eu pas mal de changements organisationnels chez eux, mais je suis arrivée l'année des 30 ans, donc c'était très sympa parce que l'année des 30 ans chez Canal+, ils ont fait que des fêtes, donc pendant les 6 mois où j'étais là, il y avait que des soirées, voilà, c'était parfait, je veux en profiter et en même temps j'ai rencontré plein de personnes, j'ai découvert aussi le monde de la télé, de l'édition, qui est complètement différent de ce que j'ai pu connaître chez Bouygues Télécom avec d'autres aspects. Et finalement aussi l'ouverture à l'art, à la création et à plein de choses. Donc finalement, même l'expérience professionnelle permet un peu d'apprendre aussi et de s'ouvrir sur d'autres choses personnelles. Et après Canal+, je suis repartie chez Bouygues puisqu'on m'a reproposé une nouvelle expérience. Et tout ça avec ce que j'ai pas dit, c'est que en démarrant mon stage, finalement, je me suis mise aussi en coloc avec mes sœurs parce que du coup, j'ai parlé beaucoup de boulot, mais j'ai pas parlé de l'autre aspect. Je me suis mise en coloc avec mes sœurs. Au départ, génial. Trop bien, on est comme à la maison là. Et après, vous connaissez la suite, on se dispute. Moi, je suis l'aînée de la famille, donc maman, tu as vérifié le remploi du temps, elles sont grandes, elles sont majeures.
C'était tout. Là, عندك والسيروم, donc je me suis retrouvée dans un rôle de maman, en fait, avec mes sœurs, qui a pas mal dégradé la relation au début, parce que finalement, en fait, j'avais plus un rapport de maman de contrôle qu'un rapport de sœur, en fait. Bon, je l'ai toujours gardé maintenant, ce rapport de maman, moins qu'avant, mais avec elle, je suis toujours un peu la maman, elles le disent elles-mêmes, mais du coup, voilà, ça a été un peu une phase un peu tendue à certains moments avec elle, parce que du coup, c'était plus le rapport de sœur, mais c'était un rapport un peu d'autorité que je proclamais et que ma mère me donnait. Enfin bref, assez complexe. Et... ça va être sur elle. كتحس بحال شي ترول هكذا كتعطيها لك هما كتورثها كتكون عندك لو بوفوار وكتابليكي على هي ماناجر. وكتشوف ماما كما كتعطيك ديك السينيال وانت voilà, c'est exactement ça. Et en plus, la Houma Madarouche, même si toi, tu n'as pas d'autorité réelle sur elle, c'est si elles font pas les trucs, ماشي هما اللي تتغوت عليهم ta mère, c'est à toi اللي تتغوت عليهم. ولا تقول لك وقولي ta sœur ولا ماما لا هضري معاها زعما c'est pas ta mère, tu l'appelles, tu lui dis ما عندكش علاش تقولي لي انا اللي نهضر معاها et je lui dis derrière. Donc voilà, donc du coup ça aussi ça a été un peu à gérer ce rôle, mais c'est culturel hein, par rapport à notre culture au Maroc, et après en fait on a décidé de se dire on n'habite plus ensemble. Elles sont restées toutes les deux, elles ont 1 an et demi d'écart, donc voilà, c'est une relation différente. Là où moi j'ai avec elles 4 ans et 5 ans et demi d'écart, et en fait après ça se passait beaucoup mieux une fois qu'on a vécu effectivement séparés. Pendant ce temps-là, moi j'ai aussi pas mal voyagé, parce que le voyage vraiment c'est quelque chose qui me nourrit. Je suis partie en Tanzanie, à Zanzibar, mais vraiment un peu plus route en fait que juste le côté plage. J'ai fait le Sénégal, un peu plus l'Afrique du coup finalement que l'Occident, enfin de manière générale. Et puis j'ai continué à rencontrer. Alors moi c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est rencontrer de nouvelles personnes. Alors, je suis assez sociable de nature, donc ça aide. Mais du coup, continuer vraiment à me dire, m'ouvrir à des personnes qui sont culturellement différentes, donc qui viennent d'autres cultures, parce que je pense qu'on se construit aussi en voyant ce qu'il y a ailleurs, de différentes générations et de différents aussi genres, des filles, des garçons. Pour pouvoir du coup me nourrir, découvrir plein de choses. Et aujourd'hui, j'estime que ma plus grande richesse, c'est effectivement cet écosystème. Alors, en fait, ça me fait plein de groupes d'amis, puisque du coup, ils sont dans des écosystèmes différents, mais je vis des choses différentes dans chacun des écosystèmes. J'ai plein d'amis très chers à moi qui sont du Maroc, les Kibroum Aya, des amis que je connais depuis le collège, le lycée, même primaire, et que je retrouve ici à Paris, et voilà, et c'est autre chose, parce que c'est les souvenirs, le rattachement au Maroc, des amis que j'ai connus ici qui sont ni dans l'ingénierie, ni dans le marketing, ni dans rien du tout, qui sont vraiment dans la food, par exemple, et dans ce qui est restauration et tout. Et là, je découvre plein de monde, plein de choses différentes, et d'autres qui sont voilà, dans mes secteurs, enfin, en tout cas dans le secteur d'activité dans lesquels je travaille, et pareil, voilà, on se nourrit différemment. Donc ça a aussi été quelque chose qui a beaucoup alimenté mon parcours d'expat, et qui a fait que du coup aujourd'hui, si je dois me dire est-ce que je pars ailleurs ou pas, pour le moment non, parce que j'ai une richesse finalement sociale ici en France et à Paris, qui fait que je n'ai pas forcément encore besoin de me dire allez, je vais ailleurs, ou là je rentre au Maroc, ou là j'ai encore besoin de me nourrir de ce que j'ai ici. Voilà, donc après bon, je suis revenue chez Bouygues Télécom, et après Bouygues Télécom, je suis arrivée chez Petit Bateau, donc autre secteur, autre découverte. Entre-temps, je me suis mariée.
Alors ça aussi, c'était une étape assez, déjà importante naturellement, mais assez particulière parce que moi, mon mari, il est français, donc double culture. On a fait un mariage ici en France et un mariage au Maroc. Alors, comment dire, ruina, comme on dit chez nous. Culture shock. Voilà. Donc, alors, je veux dire que le mariage en France, je me suis éclatée à l'organiser parce que du coup, j'ai fait comme moi je le voulais. C'était à taille humaine. J'ai invité vraiment les très proches et les familles et les amis très proches. Entre-temps, en fait, on venait d'acheter une maison qu'on venait de rénover nous-mêmes. Alors lui, il adore ça, retaper, etc. Mais bon, on a vécu quand même dans 1 an et demi dans des travaux. Donc à la fin, j'ai dit une fois dans ma vie, pas deux. Donc c'est bon, je ne referai pas. Et du coup, on a fait vraiment notre mariage chez nous dans notre maison et c'était à notre image et comme on le voulait. Et le Maroc, c'était autre chose. Le Maroc, alors déjà les invités. Qui on invite? Alors chacun, les parents arrivent avec leur liste. Bon, moi je me dis heureusement que mon mari est français parce que du coup, si je devais gérer aussi la famille d'un mari marocain, je pense qu'on divorçait avant même de s'être mariés. Là, je me dis, c'est pas possible. Donc, du coup, déjà, la liste organisée à distance, entre ta mère, Lif Belha, et qu'est-ce qu'elle veut faire, et toi, Lif Balek, et qu'est-ce que tu veux faire. Gérer aussi la mixité, parce que il y a des choses qui sont culturellement chez nous, on est OK avec, mais l'imposer à mon mari qui même si il a vraiment embrassé la culture marocaine, mais vraiment à 100%, mais il y a des choses assez particulières que je ne me voyais pas imposer. Par exemple, les dias et les cadeaux et les trucs, culturellement en France, c'est pas quelque chose moi, c'est pas quelque chose qui me tenait forcément à cœur. Qui est fraîche, ou comment un qui est finesse, etc. Mais bon, au final, elle a très bien compris que c'était pas quelque chose qui me tenait à cœur. Elle l'a accepté. Et en fait, on a décidé de faire le mariage à Marrakech pour que ça soit, parce que comme il y avait des gens qui venaient un peu de partout, c'était plus simple que de l'organiser à Jdida. Et ça me permettait de limiter l'organisation, voilà, et le nombre d'invités. Et alors, ça aussi, c'était assez intéressant parce que du coup, j'avais des amis qui connaissaient la culture marocaine à travers moi et à travers ce que je leur laissais percevoir, de la nourriture, du partage, etc. Donc, ils associaient le Maroc un peu à cette ouverture. Et là, ils voyaient comment la culture un peu des grandeurs du Maroc avec je ne sais combien de plats, de l'organisation, les changements de tenue. Donc pour eux, c'était assez impressionnant. Et c'était marrant de les voir aussi un peu déjà découvrir et vivre le truc avec moi. Mais ça a été au final, finalement, passer tout ça, l'organisation, au final, c'était un bon souvenir. Alors, pour l'anecdote, c'était à Marrakech et le jour du mariage, on a eu le déluge. Genre, il a plu, tempête de pluie, etc. Tout était prévu à l'extérieur. Mais bon, voilà, au final, c'était que des bons souvenirs. Comme quoi, encore une fois, une mauvaise expérience se transforme. Mais voilà, et finalement, j'ai pu allier à la fois ma culture et la nouvelle moi, parce que finalement, on change aussi. Il y a la moi du Maroc qui est devenue et marocaine et française, qui est attachée à ses racines, mais qui a aussi une nouvelle manière de penser, d'approcher la culture marocaine, qui sait aussi... C'est vraiment ça, choisir ce qu'elle veut garder de la culture marocaine, ce qui vraiment est important pour elle parce que c'est ses valeurs, et ce que je ne veux pas finalement garder, qui pour moi sont les trucs un peu superficiels ou autres. Et le mariage, ça a été finalement le premier test, parce que c'est un peu le premier moment où on révèle un peu finalement celle qu'on est devenue, parce que c'est notre mariage et on donne certaines règles, ou en tout cas certaines choses qui font ce qu'on est devenu. Donc voilà, donc du coup, ensuite, après, on a décidé d'habiter, moi j'ai décidé de rester en France et puis de continuer en France.
la carrière, pour moi, elle se construit, elle continue à se construire et je continue à me nourrir. Donc là, aujourd'hui, je suis chez Petit Bateau et je progresse et c'est une entreprise, moi, qui aujourd'hui me comble parce que elle est humaine, elle est à l'écoute. Et pareil, petite anecdote, j'ai ma sœur qui travaille chez Petit Bateau. Donc finalement, voilà, c'est un côté aussi familial pour moi. Et voilà, un équilibre que je retrouve aussi dans ma vie personnelle. Le changement maintenant que j'ai, et je vais dire le challenge, c'est depuis que j'ai un bébé. Donc, j'ai une petite fille là de 1 an. Et toute l'ambiguïté, c'est comment j'arrive à lui faire transmettre ma culture marocaine ici en France. Parce que moi, j'ai grandi au Maroc, donc je suis naturellement imprégnée. Et Wakhan, je veux gommer, je ne peux pas. C'est en moi, voilà, je vis ma culture et je la connais parfaitement. Et je décide après c'est vraiment plus un choix de etc. Mais ma fille, elle la connaîtra pas comme moi je l'ai connue. Donc c'est vraiment comment je lui transmets, et tout en étant dans un pays qui n'a pas cette identité-là. Et c'est là où on se rend compte que c'est pas évident. Parce que je me rends compte que toute la journée, en français, avec le papa, en français, même si je me force, mes sœurs sont là, donc en fait, je leur dis, comme ça, et comme ça, elles s'habituent à l'arbia. Et là, je me dis, oh là là, il faut vraiment que je trouve un moyen, en fait, de la connecter à ma culture parce que je veux pas qu'elle ne tienne pas compte de cette identité-là. Il y a tellement de choses qui sont importantes en termes de valeurs, en termes d'héritage, en fait, culturel à transmettre et pour faire vivre au-delà des frontières marocaines vraiment notre culture, que je me dis, il faut absolument que je puisse le faire. Donc, je rentre beaucoup plus souvent au Maroc pour que mes parents puissent profiter d'elle, mais aussi pour que, du coup, elles puissent baigner un peu dans la culture. Juste, quand je rentre au Maroc, il y a des bras partout. Juste ça, c'est pas quelque chose qu'on vit en France. C'est oui, votre bébé, c'est très bien, nanana. Ils évitent de toucher. Au Maroc, genre, vraiment, ça n'a rien à voir. Et je vois que ça change parce qu'en fait, et du coup, je me dis, heureusement, ça joue un peu. Elle est ultra sociable, elle va chez les gens facilement, elle se laisse prendre dans les bras, voilà, elle n'est pas à rechigner ou quoi que ce soit. Et donc, je me dis, il faut que ça, c'est voilà, déjà une particularité, mais il y a plein de choses. La nourriture, l'hadra, la brita, genre vraiment ma hantise, c'est que ma fille, ma ta'arafsh tqoul l'ha, l'ga, l'ha. Là, je pense que ça je me dis, si elle commence à dire Ahmed ou là, je ne sais pas quoi, là, c'est bon, genre vraiment, je pense que je considérerais que j'aurais raté ma vie. Donc, je me dis, il faut absolument, donc à chaque fois, quand je lui apprends les trucs, je lui prends en arabe et en français pour qu'elle s'habitue à entendre les sons et les tonalités. Et voilà. Et après, je me dis, il faut aussi que je trouve des livres en arabe pour pouvoir lui enseigner. Peut-être à un moment donné prendre un prof aussi en arabe pour qu'elle puisse aussi apprendre l'arabe, savoir l'écrire. Moi, je suis hyper fière quand les gens ils me disent, Yasmine, est-ce que tu peux nous traduire ça le mot, qu'est-ce que ça veut dire? Et je me dis, c'est vrai que c'est riche. Et malheureusement, je lis plus autant qu'avant, même si effectivement, moi j'avais fait mon parcours dans une école française, donc j'ai moins lu l'arabe que je l'aurais dû le faire au Maroc. Mais bon, je sais le lire, je sais le parler si je dois parler de l'arabe classique, l'arabe al-fusha, etc. Mais je me dis, en plus en étant en France, je le pratique moins et je me rends compte que parfois, elle a les mots avant de pouvoir les dire et je me dis si moi ma fille c'est bon, elle va même pas pouvoir parler de quoi que ce soit. Donc voilà, donc ça c'est un peu le nouveau défi que je rencontre en ce moment d'expatrié. J'ai pas encore la recette,
C'est pas encore on va dire l'équation qu'il faut pour pouvoir me dire comment j'arrive à lui faire vivre un peu cette double culture, qu'elle se sente pas exclue de la culture française, mais qu'elle se sente aussi appartenir à la culture marocaine, qu'elle soit fière aussi, parce que surtout quand on vit dans des pays comme ça, où l'extrême droite monte de plus en plus, où il y a beaucoup de stéréotypes qui sont faits, où il y a déjà une communauté qui est installée, donc qui est associée à plein de stéréotypes, comment faire pour que l'IA, elle sache se détacher de tout ça, qu'elle en prenne connaissance, bien sûr, mais qu'elle sache s'en détacher et en même temps être fière de sa culture, valoriser. Moi, je me rends compte plusieurs fois, et c'est là où c'est notre rôle aussi d'expatriés, c'est expliquer aux gens un peu ce que vous pensez. Vous êtes complètement erroné. En fait, c'est plus de l'ignorance que vraiment un savoir que vous avez. Voilà ce que c'est la culture. Voilà ce que c'est l'islam, en tout cas, nous, et la culture musulmane, du coup, au Maroc. Voilà comment nous, on l'applique. Voilà aussi les notions de tolérance, parce que les gens mélangent tout. Mélangent arabe, maghrébin, marocain, enfin, tout est pareil pour eux, musulmans, etc. Tout est mis dans le même lot. Et c'est arrivé, en fait, à expliquer un peu les différences, les valeurs, et du coup, finalement, pourquoi on est fier d'être ce qu'on est, d'avoir cette appartenance culturelle, d'être marocain et musulman, et de vivre. Parce que les gens disent, oui, mais bon, tu as l'air quand même ouvert. Je dis, mais franchement, venez au Maroc et vous allez voir. Moi, j'étais dans une école française collée à la mosquée, et en face de la mosquée, il y avait l'église. Et il n'y a jamais eu de problème. Genre vraiment, les problèmes, on n'en entend qu'en France. Donc en fait, le problème... C'est vrai, ça. Pas chez nous. Il est vraiment plutôt en France de comment vous gérez en fait la différence. Mais au Maroc, je dis pas que c'est parfait aussi au Maroc. Il y a aussi des situations et des cas particuliers. Mais en tout cas, c'est pas un problème qui fait la base de notre société. Donc voilà, c'est un peu mes questionnements sur mon avenir d'expat en France, plus au travers de ma fille que pour moi, parce que moi, je pense que j'ai trouvé mon équilibre pour moi. Et je sais comment garder mes racines marocaines et du coup, cette nouvelle identité que je me suis aussi créée et sur laquelle voilà, j'évolue. Mais comment aussi aider ma fille en fait à se construire elle-même, tout en ayant en fait ce savoir-là, il y a la culture et la connaissance de son pays, de son histoire, de sa religion, pour qu'elle puisse du coup être la plus épanouie possible. Et voilà, donc ça va être un peu mon défi des prochaines années, je pense. Mais en l'occurrence, voilà, ça va être... on va voir ce que ça va donner, mais voilà, c'est mon défi pour le moment. Comme quoi, ما كنبقاوش دايما بلا ديفي دايما كيكون une fois que un équilibre, c'est bon. Mais tant mieux en même temps, parce que je pense que on s'ennuierait vraiment et qu'on n'aurait pas de défi à challenger ou à aller chercher. En fait, c'est le jour où on sera mort, parce que finalement, la vie n'est faite que d'apprentissage. Et moi, je dis, on ne se construit qu'en déconstruisant. Et c'est pour ça que je prenais l'exemple de dire, il y a des choses que j'ai gardées de ma culture marocaine, des choses que je ne veux pas, parce que j'estime que voilà, c'est plus des dérives que vraiment quelque chose qui fait les valeurs du Maroc et de notre culture. Et du coup, c'est des déconstructions aussi à faire, de se dire, non, en fait, Hadi Mabrita, moi, je veux les vraies valeurs de partage, de tolérance, de nas, de l'makla, bien sûr, parce que c'est important pour nous. Et finalement, je vois que c'est ce qui résonne, en fait, quand je partage ça autour de moi, c'est ce que les gens apprécient, enfin, en tout cas, les étrangers, et sur lesquels on peut se retrouver finalement et trouver un peu une fréquence de communication et d'interaction. Donc voilà, donc ça c'est un peu mon petit parcours à moi, mes petits enseignements d'expatriés au Maroc, à Taïwan, enfin en France, à Taïwan, voilà, en étant célibataire, en étant mariée, en étant maman maintenant. Donc, voilà, différentes étapes et finalement le parcours d'expat il change à chaque étape de vie, quand on est étudiant, quand on commence à travailler, quand on est célibataire versus quand on est marié. Est-ce qu'on est marié à un Marocain?
est-ce qu'on est marié à l'étranger, quand on devient maman. Enfin voilà, c'est صراحة c'est vrai ça évolue ça هو مزيان هاد البيلون عطيتي لنا د لي زيتاب د لافونتور د ليكسباترياسيون ديالك وانا مع كل حاجه عاودتيها لنا كنت كنتخيل لي زيماج هيدا بحال شي فيلم كنتخيلك مشى لتايوان وكنتخيلك كتهضر عليهم باقي étudiante et tout كنتخيل لي زيماج Yasmine avec son petit sac à dos qui va à Taïwan. belle histoire صراحة belle histoire حيتاش on voit Mon que expérience. ça évolue كتحس بديك مرور الوقت وكتحس بالديكونستركسيون الكونستركسيون و دي نوفيل فالور بزاف لي كوش زايدين كيتزادوا اللي كتعلمهم اوسي صراحه Et aussi, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est aussi parce que j'ai plus raconté moi ma relation avec le Maroc, mais j'ai pas raconté ce que ça a changé moi ma relation avec la France, mais j'ai pas raconté ce que moi ça a changé ma relation avec le Maroc et donc avec ma famille, parce que tes parents, pour eux, tu es leur bébé. Que تكبري, que تقراي, que تخدمي, tu rentres au Maroc, tu as 5 ans d'âge, il n'y a pas de différence. Et en fait, ça a été une déconstruction. Ça a été comment, en fait, trouver surtout avec ma mère, Maman, elle a toujours été maman poule. Genre, Karaya, elle suit notre avenir, elle s'est investie à 200%, elle a fait énormément de sacrifices pour nous. Et en fait, finalement, sa vie, ou l'atrinaya, genre, c'est 100% de son focus. Et donc, du coup, en fait, voir pour elle que ces filles, elles prennent leur indépendance. Donc, notamment, ça a commencé avec moi, sachant que moi, j'étais la fille, c'est ce que disent mes sœurs, parfaite, je n'ai pas fait de bêtises. Donc, en fait, ça a été un choc pour elle. De se dire, la petite bah, quand tu dis, c'est ce que tu dis, yani, fin kan beniti avec les quand tu m'as les tangou les akul si t'adéro, et bah, à chaque fois, elle me le sort, hein, de 35 ans maintenant, elle me le sort encore. Mini kinti drifa. Et en fait, ça a été un vrai parcours aussi, de se dire, bah déjà, moi, me dire, je peux tenir tête à maman, j'ai un avis en tant que personne, et en fait, je ne suis pas juste l'extension de ma mère. Donc, prendre conscience de ça et l'accepter et prendre confiance en moi pour du coup l'assumer. Et pour ma mère, de l'accepter. Et c'est passé par des phases vraiment, voilà, d'apprentissage, et elle et moi, de trouver un peu notre nouvel équilibre entre mère et fille, où elle accepte ce que moi je peux penser qui peut parfois être différent de هي شنو تتسنى وشنو تصورات ليا وشنو كيفاش بغاتني نقرا وكيفاش بغاتني نتزوج وكيفاش بغاتني enfin bref plein de choses. Après elle disait un truc que maintenant je comprends. حتى تكبري وديري وليداتك وهاد الساعات غادي تعرفي بحقاتي كامل اللي تنقول لك. Maintenant je commence à le comprendre. Donc il y avait du vrai aussi dans ce qu'elle disait, mais voilà, on était je pense dans des phases où on se cherchait. Moi je me construisais, elle avait l'impression que elle était en train de perdre Binta. Et ça a été tout un parcours aussi. Maintenant alhamdoulilah, vraiment on a une relation qui est pleine de respect, d'écoute et de considération. Enfin voilà, ce que je peux dire, ce que je peux décider, bien évidemment, elle va toujours me donner des conseils et c'est ce que j'attends d'elle en tant que maman, mais elle va respecter mes postures, elle va respecter mes choix et elle va pas être finalement dans le défi de ana mamak dir shnou ana tangoulik, tu tbaq exactement shnou ana tangoulik. Elle est plus du tout dans cette relation là. Mais ça aussi c'est un parcours de se dire comment je garde un lien, mais le lien avec la nouvelle moi, finalement, que je suis devenue, et que je la fasse accepter aussi, du coup, à ceux qui me sont chers et qui sont restés au Maroc. Et voilà, ça, c'est aussi une part de la vie d'expat. C'est pas facile. ماشي سهل مرة هذيك الكونفلي وديك assumer واحد nouvelle face. يعني تينا évolué. En même temps, tu le montres à ta maman وهي طبعا ما تقبلوش الدقة الأولى. Du coup, tu dois refaire. ما شافتش البروسيسوس كامل شافت التحول فجأة. Ah oui, c'est ça. Et en fait, je me souviens les premières disputes, je disais maman,
نيني تتحطني fin de l'été في l'avion تتقول لي وبنتي رسم راسك وقراي وكوني مرأة وحدي حوايجك نانا. Donc tu me demandes d'être adulte. Je reviens pendant les vacances au Maroc. سكتي سمعي شنو تنقول لك ما ديريش ما تخرجيش. Je dis mais c'est pas possible. Mais même que je suis pas deux personnes. Je peux pas être Mara quand je pars 10 mois dans l'année en France et quand je viens en vacances pendant 2 semaines, je deviens la petite fille de 5 ans اللي ما تتعرفش اللي خصها دير راسها بحال ما تتعرفش باسكو لا قلت راه تنعرف فين تتعرفي انت انا اللي ماما كان اللي تنعرف. Donc c'est voilà, elle voit en fait ils vivent pas. Et finalement, c'est ça, c'est qu'ils ne vivent pas vraiment cette vie qu'on vit et ils ont l'impression que le temps est figé. T'as l'avion et tu vas revenir, tu es exactement la même personne. Et tu n'as pas eu de vécu entre-temps, tu n'as pas grandi, tu ne t'es pas autogéré. Et en fait, non, c'est bon, tu es parti à 18 ans, tu reviens, tu as toujours 18 ans. Il ne sait rien, il sait rien. Et encore, je te rétrograde dans l'âge de plus en plus. Donc oui, c'est dur pour eux. Et vraiment maintenant, enfin, je me rends compte en tant que maman et je me dis que ça n'a pas dû être facile du tout pour elle de, voir cette séparation-là. Et après, au fur et à mesure, quand nous, toutes les filles sont parties, ça a dû être aussi encore un autre step. Et quand même garder une relation avec ces filles malgré de la coupure, les expériences en fait vécues qui sont différentes. Et je me dis, ah là là, qu'est-ce qui m'attend avec ma fille? C'est pas facile. C'est pas facile à gérer ça, Rahat. Non, c'est vraiment, enfin voilà, c'est riche, c'est la vie en fait. Voilà, c'est la vie et elle est différente aussi en tant qu'expatriée, mais elle est tout aussi riche et nourrissante. Et sinon, il رجعنا معك شوية l'enfance ديالك. قلتي أنتنا sociable et tout. شي حاجة اللي لاحظناها. très souriante ou accueillante ou داكشي كامل. هاد le fait أنك sociable ملي كنتي صغيرة ولا شي حاجة اللي développéتيها مع الوقت؟ Alors, oui et non. J'étais très timide. Mais parce que, enfin, encore une fois, je disais, maman, et mes sœurs disaient, Zamenti, tu étais l'enfant parfaite, etc. Mais timide dans le sens, j'allais pas hausser ma voix. J'allais pas dire réellement ce que j'avais envie de faire ou mon avis personnel pour m'imposer, en fait. Mais après, dans le sociable, dans les amis, dans les rencontres, ça, je l'étais. Mais finalement, c'était un peu biaisé puisque du coup, je n'allais pas oser tout le temps m'affirmer et dire bah non, moi, ça, je n'aime pas, je ne suis pas d'accord. Et c'est quelque chose qui s'est développé après parce que j'ai accepté aussi le fait d'être une personne unique. Au Maroc, on vit en communauté. Et l'individu, en tant que tel, n'a pas vraiment sa place. Ça a du bien et du pas bien, puisque quand on vit en communauté, on peut s'entraider, ce qu'on voit moins en France, juste le rapport aux ses parents envoyés dans une maison de retraite versus avoir ses parents chez soi. Enfin voilà, s'appuyer entre frères et sœurs. Moi, je le vois, les gens sont hyper impressionnés de voir ma relation avec mes sœurs. Ils me disent, mais on ne comprend pas comment vous pouvez être aussi fusionnel. Moi, j'ai mes sœurs, mais voilà, ils ne comprennent pas cette relation de famille et de communauté. Donc, ça a du bien, mais en même temps, ça fait beaucoup de mal, en fait, aux gens, parce que du coup, ça éteint la voix des gens et de l'individu, finalement, au sein du groupe. Alors qu'en France, c'est tout l'inverse. La mahdartij ala haqqak, tu n'obtiendras rien. Si tu ne, et je me souviens, c'était un manager qui me l'avait dit, il me dit, si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Si tu ne te mets pas en valeur, il n'y a personne qui va te mettre en valeur. Donc, il faut savoir te vendre, il faut savoir parler en bien aussi de toi. ما تهضريش وكون تحشمي وما مزيانش تبين راسك غتبان انت اللي زعما حاسه براسك بزاف etc. alors qu'en France c'est pas du tout la même chose. Donc en fait finalement j'étais sociable mais plus dans une vue communautaire marocaine où tu interagis avec les gens mais sans forcément tenir tête. Parce qu'on peut être sociable aussi en sachant donner un avis qui peut être divergent avec les gens qui peuvent être autour de nous, etc. Et ça, je pense que je l'ai vraiment acquis
de par mes expériences d'expat, parce que j'ai dû me débrouiller toute seule, les démarches administratives, enfin voilà, tout ça, on va dire que tu as en fait un petit peu avec la réalité d'une vie et d'une société qui, elle, va pas prendre en compte toute ton histoire. Elle va te dire, OK, c'est ton problème, mais moi, désolée, je peux pas t'aider en fait. Donc, il faut que tu te battes toi-même pour ton avis et pour te faire entendre. Donc finalement sociable oui, mais pas de la même manière, pas de la même manière que ce que je suis aujourd'hui finalement. وكيفاش هضرنا دابا ان بو على باسي كيفاش ايفولويات ولا كيفاش تخلقت الفكره ديال الاكسباترياسيون في بالك انت نهار اللي قلتي اوكي جو في ميكسباتريي pour mes études. Alors, on va dire, c'était assez, je pense que ça, c'était même initié par ma mère, en fait. C'était vraiment à l'époque où moi, franchement, mon avenir, c'était plus, maman, le parcours que tu vas suivre, déjà, c'était, tu fais médecin ou ingénieur. Il n'y a pas de choix. Genre, et pour l'anecdote, quand ma sœur, elle a, si maman maman, je t'aime. Et en fait, ma sœur voulait faire du coup un bac éco. Et ma mère, qu'est-ce que bac éco? Je ne vais pas bac éco. On est ingénieur ou la médecin. Sinon, il n'y a rien du tout. Et ma sœur, elle l'avait fait convoquer chez le prof. Le prof, il voulait Mars, etc. Et qu'elle suive son ambition. Donc, finalement, l'avenir, en fait, et me dire l'expatriation pour mes études, c'est plus maman l'Égypta que moi. Et comme je le disais, alors moi, j'ai fait l'école primaire dans une école privée marocaine. Donc, l'Arabia, l'Arabe, mais du coup, en même temps, les cours aussi en français. Et après, à partir de le collège, je suis passée dans une école française. Donc, système français et bac français. Donc, finalement, c'était un peu la suite logique de dire, pour les études, je vais continuer après le bac français, je vais aller faire mes études en France. Donc, ça s'est fait plutôt halaka. Et comme je disais au début, un peu déjà guidée par ma mère, et après un peu dans l'excitation de dire je vais aller en France, etc. Et par rapport à ce que je disais avant, je disais j'ai rencontré la France à la préfecture. Dans le système français, on a un cours qui s'appelle l'éducation civique. Et l'éducation civique, tu as toutes les lois françaises, la constitution française, les droits de l'homme, la liberté de croire en ce que tu veux, la liberté d'expression, blablabli, blablabla, enfin le non-racisme, etc. Donc, j'idéalisais finalement, en fait, parce qu'on ne te présente que ça, on ne te présente pas la réalité du truc. Toi, tu vois la France de très, très loin. Et je me souviens vraiment, quand je suis arrivée en France et que j'ai découvert la préfecture, où on dit que la queue, et que tu vois que des étrangers qui sont en train de faire la queue à 5 heures du matin, je me dis, ouais, elle est belle l'éducation civique, parce que là, je la vois ni l'égalité, ni respect, ni rien du tout. En tout cas, la préfecture, moi, je trouve qu'aucune de ces valeurs n'est respectée. Elle n'est valorisée, c'est que le hagra, c'est que le mépris et finalement c'est juste plus comment dire finalement plus ça va être en fait limite un plaisir en tout cas moi c'est comme ça que j'ai perçu certaines expériences. Heureusement tout le monde n'est pas comme ça parce que c'est vrai que je caricature un peu, mais en tout cas j'ai eu des expériences comme ça où ils demandaient parfois des papiers, tu dis là mais le papier même que tu touches la liste, donc je comprends pas la ou je sais pas comment te le ramener. Donc voilà, donc ça c'était un peu le retour finalement de l'idéalisation un peu de cette idée d'aller faire mes études à l'étranger et finalement la réalité. Mais globalement, pour répondre à ta question, la démarche, c'est plus c'est plus mes parents qui l'ont initié que Anaya l'église. J'ai choisi, je vais aller en France faire mes études. À ce moment-là, j'étais plus soumise à ma mère qu'autre chose, hein, vraiment en toute transparence.
C'est vrai, أغلبية les cas, surtout pour la France, c'est كيكونوا les parents اللي كيكريو Ouais. داك الparcours وكيما قلتِ c'est soit ingénieur soit médecin وsurtout C'est ça. كيقولوا لك حنا عندنا chez nous comme quoi فهمتي مكتوبة في Ah, الكلمة alors que ma mère, elle n'est pas ingénieure, elle n'est pas médecin. Hein. Genre, dans mais ma famille même chose ما عرفتش ملي كيجيبوا ديك حنا chez nous. c'est ça. Et Nargis, ma plus jeune sœur, elle voulait faire photographe. Oh là 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 là. Alors là, maman, quand la photographe, mais tu lis les labos photo, je dis, genre, photographe, c'est labo photo, hein, c'est la caricature du truc. Enfin, vraiment, c'est. Et donc, elle lui dit, comment ça? À la fin, tu me dis, j'ai des photographes. Mais non, maman. Et c'est vrai que ma sœur, elle prend de très belles photos et que c'est quelque chose qui vraiment l'anime et la plaît, elle lui plaît, pardon. Elle arrive vraiment à figer un peu des moments et tout. Et mais du coup, c'était كيفاش بنتي غدير photographe. Elie, مني خرجت ديك la phrase de photographe بتحلي لي labo photo. Je me suis dit non mais c'est vraiment la caricature du Marocain qui, pour lui, bah non, c'est effectivement ingénieur ou la médecin qui le nomme, mais rien d'autre en fait. Il n'y a pas d'autre métier. Ça se voit aussi في la culture هنايا ملي كتجي هنايا كتجبرك كوم كوا حنايا عندنا ديك لي باركور ديال كلاسيك سوا انجينيور سوا ميدسان وكتجبرك لي فام لي جون في كيعملوا هاد الباركور كيختاروه اكثر ملي كتجي فرنسا كتجبرك الراسيو ديال في غارسون ما كاينش فريمون لي غارسون كي سون بزاف كثر ولكن ils s'orientent plutôt في des trucs un peu créatifs oui exactement en école d'ingénieur on était 15 filles sur une promo de 150. Exactement. J'étais là, je dis ah oui, d'accord, ok, bah, je pensais pas du tout 15 filles sur une promo de 150, c'est que dalle, enfin. Ou dès que les filles ديالهم يكونوا étrangères en plus. Oui, bah oui, la majorité marocaine, tunisienne. Il y avait vraiment marocaine, tunisienne, malgache. Et oui, après quelques françaises, mais voilà, la majorité, effectivement, comme tu dis, c'était des étrangères. C'était des étrangères avec nous, mais beaucoup maghrébins, les ingénieurs, de toute façon. C'est souvent ça, les maths, on aime bien. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois que tu me dis que le constat, on vient d'un pays un peu en voie de développement ou qui favorisait les parcours بحال عليها بزاف les filles qui اختاروا هاد l'orientation أو حيت هنايا ما كيختاروهاش هنايا je pense عندهم choix أكثر. Ouais, bah ici, je ne sais pas exactement واش هاد l'orientation elle est due au Après, je pense qu'au Maroc, en tout cas pour la majorité des cas, les parents, chez Sefto, leurs enfants à l'étranger, c'est vraiment un investissement. C'est vraiment un engagement, en fait, pour l'avenir de leurs enfants. Donc, se dire, en fait, je vais galérer et j'envoie mon enfant pour qu'il fasse un métier où je ne sais pas est-ce que ça va le mener à quelque chose ou pas. Ça, c'est pas entendable. Enfin, si je me projette en tant que parent, c'est pas entendable pour eux. Et surtout, au départ, ils se projettent dans un métier applicable au Maroc parce qu'ils ont l'espoir que leurs enfants reviennent au Maroc. Donc, du coup, ils se disent photographe, labo photo. C'est pas possible. Donc, ici, au Maroc, si tu veux avoir une bonne carrière où tu es chimsienne, c'est peut-être ingénieur, tu travailles dans une grosse entreprise, ou là, tu fais médecin et tu es à ton compte. Mais tu vas pas aller me faire photographe ou si on parle architecte aussi, ça passe parce que voilà, au Maroc, on construit, on est bien. Donc, il y a un peu les trois métiers. Mais sinon, donc finalement, ils se projettent en fait sur ce qui est réalisable et ce qui peut permettre en fait à leurs enfants de vivre bien au Maroc et pas se dire c'est ce qu'ils vont vivre, comment ils vont pouvoir vivre bien de manière un peu universelle et quel que soit le pays. Parce qu'ils ont l'espoir qu'on revienne. Et ma mère, elle a toujours cet espoir, mais aucune d'entre nous n'est rentrée pour le moment. Je pense d'ailleurs qu'il y a حتى ديك l'image sociale ديال الام كتقول انا بنتي طبيبه انا بنتي مهندسه ماشي بحال كتقول انا بنتي ساشون كو مثلا اون تيرم ديال الفلوس حتى لي فوتوغراف واللي عندهم لي لابورا كيربحوا اكثر اون فان كونت كيربحوا اكثر من المهندسين
مي كتعمل جونغ l'ingénierie كتكون فهمتي تراسي عارفة شنو غتعمل من كاس بريبا après l'école après غتخدم alors que ملي Ouais, غتولي photographe خصك vraiment innover تبقى تفتش et على après, en vrai, les labos photos, ils n'ont pas fait des études de photographe en plus au Maroc. Ils ont ouvert, ils ont acheté un hanout ou là ils l'ont loué et ils ont investi dans une machine et ils font les photos. Il faut que tu aies un cadre derrière et ils te font le truc. Donc finalement, c'est même pas. Mais et comme tu dis, je suis d'accord avec toi, c'est lié à l'image sociale. Et ça, c'est l'autre défaut du Maroc finalement. C'est un peu ce côté, on vit, on parlait de communauté, mais on vit pour les autres. On vit pour montrer aux autres. On vit pas pour pardon, pour du coup nous-mêmes et se dire كيفاش غنكون مرتاح مع راسي مع قلبي ومع نفسي etc. C'est plus كيفاش غنكون مرتاح مي غنجلس حدا الناس وخصني نقول لهم شنو تيديروا وليداتي وشنو تندير انايا etc. Et c'est ça qui est dommage. Et tu vois, même moi j'ai des amis qui sont rentrés au Maroc et du coup je leur demande, je leur dis bah, qu'est-ce que vous faites, comment ça se passe. Et en fait on se rend compte que c'est très tourné autour des mêmes groupes. Donc, rencontrer des nouvelles personnes, c'est limité parce que finalement, tu vas dans les mêmes endroits, tu vas rester dans les mêmes cercles, soit familiaux, soit de l'khidma. Mais le côté art, etc., même si ça commence à se développer beaucoup à Marrakech ou là dans certaines grandes villes, le côté art, le côté musée et tout, c'est pas encore quelque chose qui est vraiment ancré dans la culture. Alors qu'il y a de quoi faire. Enfin, quand tu vois, moi, heureusement que maintenant il y a Instagram, mais quand je vois les jeunes artistes marocains, oh mon Dieu, je me dis, oh là là, la richesse qu'on a. C'est impressionnant. C'est en photographie, en style. Et même, en fait, ce qui est beau, c'est que c'est souvent du système D. C'est même pas, en fait, des choses lissées, avec un parcours, avec un truc. C'est des personnes qui sont autodidactes, qui apprennent. Et donc, finalement, tu te dis, c'est un naturel chez eux. Et c'est encore plus beau, finalement, que se dire, bah, OK, je suis allée dans les grandes écoles, dans les gros trucs, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait je ne sais quoi. Là, c'est encore plus valorisant parce que c'est le don, finalement. C'est vraiment la valeur du don. Et moi, quand je vois les jeunes artistes, je me dis, mais il y a un tel potentiel, un tel vivier que heureusement, finalement, qu'il y a les nouvelles plateformes qui permettent de mettre en valeur ces jeunes-là, mais qu'il est inexploité aujourd'hui au Maroc. Et en fait, je pense que ça, alors, il y a le côté art, mais de manière générale, l'inexploitation, en fait, de tout ce qu'on peut, finalement, de notre vivier marocain, je veux dire, c'est un peu mon regret. Je suis aujourd'hui assez égoïste et je reste en France pour mon bien-être. Mais je me dis, si vraiment je veux être beaucoup plus altruiste, il faudrait que j'aille au Maroc et investir aussi dans mon pays. Et apporter finalement ce que je sais faire à mon pays. Mais aujourd'hui, je suis égoïste pour pouvoir rentrer parce que je me dis rentrer, il faut que tu confrontes aussi l'administration marocaine, que tu confrontes le hadra, que tu confrontes la corruption. Enfin, malheureusement, il y a aussi pas mal de ça. Et c'est ça moi en tout cas, qui me freine aussi à me dire est-ce que si je dois rentrer, je rentre demain tu te dis, je peux construire. Moi, je rentre à Jdida, c'est une petite ville. Il y a tellement de choses à faire. Et tu te dis, mais pourquoi en fait, en tout cas, le gouvernement local n'investit pas finalement sur la jeunesse, sur l'art, sur des lieux en fait de vie collective, etc., pour créer aussi plein de choses au Maroc. Et je pense que, en tout cas, moi, c'est aujourd'hui ça qui me freinerait si je dois me dire demain, allez, je rentre au Maroc, c'est plus ça. C'est de me dire, de ne plus y avoir accès moi et de me dire si je veux le créer, en fait, il faut que je soulève des montagnes pour pouvoir le faire. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est dommage, Sarah, mais je pense que حاليا avec la nouvelle génération, ça commence à vibrer, ça commence à changer. بزاف الحاجات حتى les mentalités, même هذوك les préjugés اللي كنا كنقولوا مثلا la mère كتقول لك soit ingénieur, soit médecin. دابا avec la nouvelle génération, فهمتي surtout هاد la génération جديدة. la génération جديدة بدك avec les parents. هرسوا لهم جميع les préjugés. كتقول لك أنا بغيت نكون شي حاجة آخرى. ما كايناش مثلا وكتقول c'est bon. Ou
ils se battent pour leurs rêves. أكتر من Ah oui, me rends ah compte oui, que oui, oui, complètement. Je suis vraiment, et ça se voit, hein, sur Instagram ou la TikTok, etc. La créativité, entre l'humour et entre la partie plus créative, etc., artistique, tu te Mmh. dis, mais c'est incroyable, mais j'adore mon pays. Il y a tellement de choses et d'originalité, en fait. C'est même pas des choses qu'on voit dans, voilà, après l'Europe, etc. Il y a plein de choses qui sont lissées et qu'on retrouve. Là, c'est vraiment une originalité assez incroyable. Et oui, tu as raison. La nouvelle génération, elle fait bouger les choses complètement. Mmh. Heureusement, du coup, كنقولوا كاين espoir ou peut-être nous aussi one day نرجعوا. Ça on Ouais. pourrait changer des choses صراحة, on pourrait parce que فهمتي بما أن le pays il est en voie de développement يعني كاين بزاف الحاجات ما يتعدلوا. Ouais. كاين بزاف الحاجات ما يتعدلوا بزاف يعني les opportunités. vraiment كاين بزاف لي possibilités voilà. غيكون اوسي التشالنج ديال انك غادي ترجع بحال اللي غادي تعمل هذيك الراباترياسيون un autre Ouais. sujet. ماشي Oui, ça, je pense que c'est un autre step. Alors là, je ne sais pas du tout si je suis prête à l'affronter là, mais oui, non, je pense que oui. Et puis, mine de rien, revenir en tout cas même habiter dans un pays, il faut que tu embrasses d'une certaine manière la vie locale. Donc, au même titre que j'ai dû m'adapter en France en venant, je ne peux pas demander au Maroc de changer sur certaines choses. Donc, ça fait partie de la vie locale et il faut le faire. Maintenant, c'est à quel niveau, jusqu'à quel degré. Mais vraiment, moi, en fait, j'ai eu cette réflexion-là quand je suis rentrée. Je ne sais plus, c'était l'été dernier, non, printemps dernier, pardon. Et en fait, il y avait alors, Jeddah, c'est une ancienne ville portugaise, et donc après, ça a été colonisé, etc. Donc, il y a plein de vieux immeubles, un peu de l'ère coloniale, et de bâtiments, et certains tombent en ruine, en fait. Mais c'est des beaux bâtisses, des beaux riads, etc. Et ils tombent en ruine. Et je suis passée devant une bâtisse. Et vraiment, c'est la bâtisse idéale pour créer en fait une maison des artistes. Parce que du coup, c'est un riad et tu as plein de petites pièces en fait autour d'un jardin et d'une fontaine et tu te dis, je vois des ateliers d'artistes dans chacune de ces pièces et en fait, qui seraient ouverts pour que du coup, on vienne découvrir ces jeunes artistes, déjà pour leur donner un lieu où ils s'expriment, qu'on vienne découvrir un peu, je sais pas, ça peut être en plus un espèce de bail d'1 an ou de 2 ans pour que l'artiste puisse se développer là, que du coup on le découvre. Ça peut être aussi une manière d'initier les jeunes enfants à venir découvrir, faire des ateliers en fait avec des artistes, etc. pour qu'ils découvrent les textures, les différents arts. Ça peut être de l'orfèvrerie, ça peut être de la peinture ou de la tapisserie ou autre. Et je me suis dit, et là on est en train de laisser ce truc tomber en ruine et à l'abandon, alors que il y a des subventions en plus. Il y a plein de subventions qui sont données pour reconstituer, garder en état certains bâtiments historiques, etc. Et là, ça serait vraiment une gestion de te dire, je gère plutôt des artistes et c'est plus la collectivité qui investit dans ça. Et vraiment, je me suis posé la question et je me suis dit, mais si je dois rentrer un jour, j'ai vraiment envie de m'investir dans ce type de projet-là. Pas juste travailler dans une entreprise et gagner de l'argent, mais vraiment m'investir en fait socialement, en fait, dans la vie sociale du pays pour me dire, j'apporte quelque chose au-delà de juste économique, en fait, mais j'apporte aussi quelque chose de culturel et qui peut changer la société ou la vie locale d'une certaine manière. Mais bon, ça serait un projet peut-être pour un moment, je ne sais pas, on verra. Peut-être. زوينين هاد لي بروجي بحال هايدا. دوك انا ملي سمعت القصه ديالك حسيت باللي بروسيس اللي دوزتي منهم لي هو لي با وحسيت بك اوسي كما قلتي جبرتي ليكيليبر ديالك مي ابخي عشتي بزاف الحاجات صعابين وباش كنتي كتقول اوسي انك شي مرات كتقول شعباني نعمل هادشي كامل وصلني شنو وصلني هادشي غير نرجع للمغرب. مي سكي اوسي انتريسون هو زعما لي ديفيكولتي ملي كدوز شي حاجات صعابين هي فين كتعلم
ماشي ملي كيكون كلشي سال وكلشي مزيان باش كتعلم فريمون مزيان Alors, الواحد c'est dans la douleur اللي تنتعلموا تنتعلموا à la fois globalement ce qu'il faut faire mais à la fois sur nous-mêmes et شنو حنايا en tant que personne علاش تنقلبوا et qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on vaut finalement en fait. وبيزارمون ملي كتفكروهم كيكونوا بحال ما كتحسش بهم ديك painful كيما بحال une petite joie un petit plaisir. Complètement, تتولي تضحك على ديك la période parce que vraiment je me suis pris la tête زعما vraiment كنت تنبكي على هاد القضيه vraiment franchement C'est vrai. ودابا حاليا comment tu vis كيفاش aussi كارسي سقسك قبيله سي على la cuisine je pense que tu aimes beaucoup cuisiner هادشي كان من الاول ولا كان non, pas du tout. Pas du tout. Non, vraiment pas du tout. En fait, c'est venu vraiment petit à petit et c'est venu plus avec mes sœurs, en fait. Le fait vraiment d'avoir besoin de se créer les moments où تنجمعوا فيهم وتنتلاقاو بهم هذا et تنعيطوا لماما et تنقول لها ماما عرفتي هنا هذيك الكبيده اللي تطيبي لنا est-ce que tu peux nous envoyer la recette etc. Donc ça a commencé un peu comme ça et après aussi en découvrant en fait des restaurants et des plein de trucs à un moment donné avec Nargis surtout on s'était mis à se dire on avait une liste de restos qu'on repérait qu'on aimait bien et on se mettait un programme pour tester les restaurants. Donc finalement en fait au fur et à mesure on a commencé à apprécier différentes choses et aussi du coup à apprécier la cuisine marocaine vraiment pour ce qu'elle est et en fait pour sa richesse finalement parce qu'on comparait certaines choses on se disait tu vois là si on rajoute de l'épice ou là de le légume ça fait penser à tel truc du Maroc etc. Donc ça s'est plutôt développé là. Au départ, c'était plus de la consommation que de la cuisine. Donc vraiment, plus, je me fais plaisir, je mange. Mais vraiment, on avait une liste. Il y avait des moments où on se faisait 2 restos, 3 restos par semaine. Bref, la carte bleue, on n'en parle pas. Mais du coup, c'était des moments de plaisir. Et on partageait ça entre sœurs. Donc, c'était des moments plus de convivialité. En fait, la cuisine, c'est plus ça. C'est pas forcément que le plaisir de manger. Genre, est-ce que Yasmine, t'as taillé brasak? Non, jamais. Vraiment, je ne vais pas cuisiner que pour moi. En tout cas, c'est le plaisir de cuisiner, je ne le trouve pas dans ça. Par contre, tu vas me dire, il y a des amis qui viennent, ou là, il y a les filles, mes sœurs, elles viennent le week-end ou là, le jour. Je veux dire, les filles, ça vous dit, on fait de la brioche ou plus dans le plaisir de partager un repas. Et ça fait penser au Maroc, on ne mange jamais seul. دايما تتوجد الماكلة دايما تتفكر في واش les voisins d'à côté s'ils sont en vacances ou là leur fils il est tout seul, tu vas leur proposer de venir manger, les amis, la famille aussi et peut-être les دايما هذيك la part de plus ou les parts de plus pour la شي واحد دق عليك au hasard etc. Donc c'est plus ça, c'est vraiment le Maroc. Mais du coup, je l'avais perdu et on l'a retrouvé dans ce besoin avec mes sœurs de se retrouver. Et après, petit à petit, on a commencé à demander à maman les recettes, plus pour la cuisine marocaine du coup, les recettes pour refaire et tester du coup plein de choses, genre le couscous, mais genre je lui dis je veux la recette du couscous dial bsah avec tfouerat, avec semen, avec donc maintenant j'ai tout, j'ai semen foutar, j'ai les qamas, j'ai tout ce qu'il faut pour faire n'importe quel plat marocain. Le poisson au four, les tagines, etc. Bon, ça, on va dire, c'est la partie la plus simple. Les tagines, en général, genre, c'est bon. Mais plus les plats plus fins. Ce qu'on n'a pas encore testé, c'est la pastilla. Ça, je ne me suis jamais encore lancée là-dedans. Mais voilà. Et ça, c'était aussi le plaisir de partager avec maman parce qu'on l'appelait et du coup, elle était comme si elle était avec nous. Et en fait, pendant toute la durée de la cuisine, elle est là, elle cuisine de temps en temps parce qu'elle a quelque chose d'autre à faire, et puis elle nous rappelle après. Et c'était plus une manière de garder aussi une relation avec nos parents et avec le Maroc, avec maman en particulier, que finalement aussi cet aspect cuisine s'est développé. Et après, on a commencé aussi à cuisiner d'autres plats. En vrai, la vraie cuisinière, c'est Nargis, parce qu'elle adore ça.
ça. Moi, c'est plus, voilà, pour Narjus, elle, par exemple, à l'inverse de moi, elle va se faire des kiffs en cuisinant pour elle-même. Alors que moi, c'est plus, j'ai besoin d'avoir du monde, de faire plaisir, en fait. C'est plus dans le partage et dans le faire plaisir que plus me dire, ah mais tiens, je meurs d'envie de manger ce truc-là et je veux me le faire toute seule. Et après, voilà, enfin, c'est vraiment le plaisir. Bon, après, il y a le plaisir de manger, ça change pas. Mais du coup, la cuisine, c'est venu un petit peu comme ça, et à la fois donc une découverte d'autres cultures et à la fois une manière de garder finalement un lien avec notre culture et de garder quelque chose en fait qu'on fait ensemble entre sœurs et avec notre mère à distance. Et même quand on rentre au Maroc. Quand on rentre au Maroc, si je rentre pour un peu plus d'une semaine, bah en fait, toute la semaine, je dis à maman, je veux que tu me fasses plusieurs recettes différentes. Bah, je me dis, comment tu fais, même vraiment des recettes particulières, genre le colline, etc., que moi j'adore, en plus, que mon mari adore, finalement. Donc, du coup, et donc, voilà, tout le processus. Mais quand je lui demande, je lui dis, tu le fais comme vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire le truc qui cuit toute la nuit, avec Srina, avec tout ça. Et voilà, ça devient un autre plaisir, en fait, finalement. On vit les retours au Maroc différemment et la vie au Maroc à distance avec les parents aussi différemment. Du coup, la petite fille, هتكون là, tous les soirs. داكشي جبرتيني كنفكر فيه Elle est finalement... Oui, alors oui, ça oui. Donc, elle mange, à chaque fois, on lui prépare des petits plats. Et du coup, elle, je la fais participer. Donc, elle a ses petits couteaux et ses petits trucs. Et le soir, quand on fait les dîners, du coup, je lui donne ses légumes à couper. Bon, elle ne coupe pas vraiment, hein, elle s'amuse avec. Mais elle a besoin, en fait, d'être à notre hauteur et de faire les choses avec nous. Donc, on essaie aussi de l'initier à ces petits trucs. Et la cuisine marocaine, voilà, elle mange de tout. Elle a déjà goûté pas mal de plats marocains. Pour aussi qu'elle développe un peu les papilles et le goût et apprécier aussi les saveurs marocaines. Donc, déjà avec غير النسمة الماكلة المغربية في الدار. C'est ça, oui, juste Nisma et tout. Donc, non. Et ça, je pense que mon mari aussi est un bon mangeur aussi, donc du coup ça va. Je pense qu'elle est bien entourée entre moi et son père et ses tatas qui sont tout le temps à la maison pour du coup découvrir aussi la cuisine de manière générale et la cuisine mghrebia aussi, quoi. Très bien. Ou sinon, pour les personnes اللي بغاو يخوضوا هاد التجربة de l'expatriation اللي حاليا في المغرب ويمكن ils se posent plein de questions على شنو واش يخوضوها ولا لا، شنو les conseils اللي تقدر تعطيهم؟ Alors, je dirais déjà, peut-être, ils se posent la question de pourquoi ils veulent y aller. Pour être sûr est-ce que parce qu'ils idéalisent, et là, alors je leur dirais, idéalisez pas. Parce que c'est pas, comme on dit en France, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et c'est vraiment le cas. En arrivant en France, j'idéalisais beaucoup de choses et c'est pas le cas. Donc déjà, savoir à l'âge on part, pour quelles raisons et qu'est-ce qu'on veut en fait découvrir. Est-ce que c'est pour découvrir une nouvelle culture ou là c'est juste parce que c'est le parcours, etc. Et que ah là là, la France c'est génial, la liberté, etc. Ça, voilà, il faut vraiment savoir pourquoi y aller. Essayer aussi de rencontrer plein de gens de différentes cultures. Parce que moi, le fait d'être en internat, typiquement en internat, il n'y avait qu'une seule autre Marocaine qui était avec moi et tout le reste, c'était des Françaises et des nationalités différentes. Et ça a été extrêmement riche. Parce que du coup, déjà, ça m'a évité d'être dans ce côté un peu communautaire où je fréquente que des Marocains. Ça m'a permis de me nourrir d'autres personnes et de vivre du coup mon expatriation finalement comme une expérience culturelle que plus juste une expérience de je pars, je vis, je fais mes études et voilà, c'est plus un moyen qu'autre chose. Donc, rencontrer des gens, vraiment rencontrer des gens et essayer de faire tout ce que finalement, soit on n'avait pas le temps de faire au Maroc, on s'interdisait de le faire ou la société, elle nous disait de ne pas le faire, etc. Pour aussi se découvrir, en fait. Moi, je pense que
vraiment, l'expérience d'expatriation, c'est plus une découverte de soi que finalement juste un parcours, en fait. La vraie richesse, c'est ça. On se découvre, on sait ce qu'on veut pas. On apprécie aussi ses origines davantage et son identité. C'est-à-dire, avant, je pouvais dire je suis marocaine. Maintenant, je sais dire ce qu'en moi est marocain et ce que je veux retenir de ma culture. Donc, en fait, on n'est plus juste dit que la transmission naturelle bah oui, mes parents sont marocains, sont musulmans, je suis marocaine, musulmane. Non, maintenant, je sais pourquoi je suis marocaine et pourquoi je suis musulmane et ce que j'aime dans ces cultures-là et ce que je veux transmettre et ce que je veux garder. Et puis surtout, oser aussi parler de sa culture, la partager, en être fier et la partager au plus grand nombre parce qu'on se rend compte qu'aussi avec ça, on crée des liens, on se crée des opportunités parce que la différence fait la richesse. Et ça, on a souvent tendance à le sous-estimer. On se dit, il faut que j'arrive en France, il faut que je me fonde dans la masse, il faut que je trouve ma place. Mais on ne se dit pas qu'en fait, j'ai aussi quelque chose à apporter avec de la différence culturelle, de le savoir, de l'éducation que j'ai pu avoir qui est différente. Et en fait, si on le joue bien, si on le place bien, ça peut créer des nouvelles opportunités, qu'elles soient sociales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles, parce qu'en fait, ça fait partie de nous. Et c'est ce qui va faire qu'on va apporter des choses différentes de quelqu'un qui a eu un parcours de vie dans le même pays et qui n'a pas vécu d'autre chose ailleurs ou dans une autre culture. Donc voilà, moi je dirais plutôt avoir de la conscience de les éléments kamlin, savoir pourquoi on va, être fier de sa différence et se dire j'y vais aussi en portant le drapeau du Maroc. Et il ne faut pas que j'essaye de l'effacer, de le gommer, ce qu'on a tendance un peu à faire au départ parce qu'on arrive dans un territoire qu'on ne connaît pas et qu'on essaye de trouver sa place. Et peut-être qu'effectivement, il faut le faire un petit peu au départ, mais il ne faut pas le faire longtemps. Il faut aussi apprécier qui on est parce qu'on ne va pas le changer, qui on est, et en faire une force. Finalement, devenir développer la férocité, la rage de vouloir et qui est en nous, les Marocains, les lions de la classe. Donc voilà, faut utiliser ça. Et on l'a vu, la dernière Coupe du Monde, je pense qu'en tant que Marocain, on ne pouvait pas être plus fier que ce qui a été démontré. C'est notre culture. C'est vraiment notre culture, la famille, l'esprit d'équipe, la solidarité, l'esprit festif, savoir faire la fête et faire la fête sans dégâts, sans problème, sans quoi que ce soit, juste le plaisir d'être ensemble, tout ça. Enfin voilà, pour moi, c'est ça qu'il faut démontrer demain au quotidien quand on vient en termes de parcours d'expatrié. Et je pense qu'on a donné une bonne leçon. Enfin, en tout cas, on a révélé le Maroc au plus grand nombre avec cette expérience du Maroc. Et maintenant, à chacun de le faire aussi dans son expérience au quotidien. Voilà. شكرا ياسمين على الوقت ديالك دوزنا في حلقه مزيونه معك اليوم استمتعنا بالليستوار ديالك كيف راني بزاف عشنا معك القصه كامله ديبي حتى الاخر وكنساليو الحلقه بواحد لا كيسيون شنو هي بالنسبه لك ليكسباترياسيون في كلمه واحده très bonne question. Je n'ai pas réfléchi. La découverte de soi. وفوالا سالينا الحلقه ديالنا اليوم. شكرا على الاستماع ديالكم ونتلاقاو في حلقه جديده مع ضيفه جديده. كانت معكم رانيا وهدى de la page Mima Life. À bientôt.